Bonjour à tous, bonjour les amis, c'est Laurent-Frédéric Bollet. Merci vraiment d'être fidèle et de suivre toujours aussi attentivement l'Afterlap, le podcast du sport auto qui mine de rien arrive très vite à sa première année d'existence. En tout cas aujourd'hui, épisode numéro 44. Et je vais vous raconter une course du passé. Je sais que vous aimez bien cet exercice. Et ben donc on va revenir avec de la Formule 1 au menu. Et en l'occurrence, le Grand Prix du Canada 1978. Petit pincement au cœur, il y a toujours les 24 heures du Mans à cette période-là. Il y a toujours le Grand Prix du Canada. Donc histoire de compenser un petit peu ce manque de ne pas avoir de Grand Prix du Canada en cette année 2020, eh bien j'ai décidé de jeter un petit coup d'œil dans le rétro. Grand Prix du Canada, c'est toujours un rendez-vous vraiment qu'on adore parce que on sait que c'est une course un peu où il va y avoir des choses inattendues, des coups de théâtre, des choses dont on se souviendra bien des années après. Ça, on pourrait en citer des exemples sur des anciens Grands Prix du Canada. Jean, allez-y, j'espère qu'on ne m'en voudra pas si je ne raconte pas le Grand Prix 95 où il a gagné, mais je le ferai un jour parce que j'y étais, figurez-vous. Non, on va revenir sur le Grand Prix du Canada 1978 qui a pour principale particularité, pour commencer, eh bien d'avoir été le premier à se dérouler sur le circuit donc de l'île Notre-Dame à Montréal. Alors ce Grand Prix du Canada a eu lieu, alors c'est un petit peu paradoxal par rapport à ce que j'ai dit, le 8 octobre 1978. Et oui, à l'époque, le Grand Prix du Canada conclut la saison. Il s'agit bien du dernier Grand Prix de l'année. C'est le 16e et dernier Grand Prix de la saison 78. C'est le 313e Grand Prix de l'histoire. Le 11e Grand Prix du Canada, donc le premier à Montréal. D'habitude, le Grand Prix du Canada se déroulait à Mosport. Il y aura 70 tours à parcourir de ce nouveau circuit, donc de 4 km 500, soit 315 km pile. Alors, le contexte de ce Grand Prix du Canada, il est tout à fait particulier. On est un mois pile après le drame de Monza. Et oui, la Formule 1 à ce moment-là est en plein traumatisme, il faut bien le dire. Que s'est-il passé? Vous le savez, un carambolage avant la première chicane. Et donc un brasier tout de suite qui est visible, un drame absolu, et même si à ce moment-là on croit qu'il va s'en sortir, eh bien non, le lendemain matin on apprend que Ronnie Peterson, le Suédois, est mort, est décédé, et donc Ronnie Peterson, c'est le coéquipier de Mario Andretti au sein de l'équipe Lotus. Il est à ce moment-là deuxième au championnat du monde, donc c'est évidemment une figure majeure de la Formule 1, et donc c'est un prince absolu de la Formule 1 qui s'éteint donc à Monza. Et puis alors le Grand Prix ensuite est reparti dans l'après-midi. Bon, ça a été un petit peu une farce. Toujours est-il que Mario Andretti a bien été sacré champion du monde des pilotes en 1978, donc à Monza, mais alors évidemment dans une ambiance absolument terrible, ce qui fait que Mario Andretti, on le sait, n'a pas du tout goûté à ce moment là où il a été sacré champion du monde. Ensuite, Lotus a été sacré champion du monde des constructeurs, donc en arrivant à Montréal, eh bien nous avons déjà de façon certaine le pilote sacré champion du monde des pilotes, c'est Mario Andretti, et nous avons déjà l'équipe sacrée champion du monde des constructeurs, c'est Lotus. Et il y a également à noter le retour dans ce Grand Prix du Canada de Ricardo Patrese. Alors Ricardo Patrese est un jeune pilote un peu fougueux à l'époque, qui est souvent accusé d'être trop fougueux, et c'est lui qui a été pointé du doigt dans le drame de Monza, avec notamment James Hunt, qui ne s'est pas privé pour l'accuser d'avoir fait un écart et d'avoir provoqué le carambolage. On sait maintenant, avec le recul, que ça n'est pas vrai du tout, que Ricardo Patrese a été injustement dénoncé. Le fait est qu'il a été banni de la Formule 1 lors du Grand Prix suivant, le Grand Prix des États-Unis Est à Watkins Glen, et donc pour la première fois dans l'histoire de la Formule 1, un pilote a été mis à l'index par ses pairs. Donc là aussi, ça a rajouté au niveau de l'ambiance particulièrement pesante du cirque de la Formule 1 de cette fin d'année 78. Mais à Montréal, donc, Ricardo Patrese est de retour après son Grand Prix de suspension. Mais là aussi, vous imaginez l'ambiance, elle est pour le moins pesante. Et puis, écoutez, c'est un nouveau circuit. Donc forcément, ça fait un petit peu l'événement et on est un petit peu impatient de voir tout ça. Et bien, même si maintenant, le Grand Prix du Canada, on l'apprécie beaucoup et que ce rendez-vous de l'île Notre-Dame fait vraiment partie des classiques de la Formule 1, eh bien, sachez qu'à l'époque, le circuit est moyennement apprécié. Mario Andretti, justement, le tout nouveau champion du monde, ne se prive pas pour dire que c'est un circuit de Mickey, qu'il ne l'apprécie pas du tout. Et puis, on voit bien que les autres pilotes sont pas complètement emballés. On a arrangé un petit peu les routes locales pour en faire un circuit, c'est pas mal. Mais à l'époque, maintenant, on n'apprécie pas trop cette solution et c'est pas la réception extraordinaire à laquelle peut-être la municipalité de Montréal s'attendait. Alors, quels sont les enjeux, malgré tout, de ce Grand Prix du Canada? Eh bien,
le premier enjeu, on va parler du pilote local, c'est Gilles Villeneuve, bien évidemment, pilote Ferrari, qui est un tout jeune pilote en Formule 1, mais qui a déjà un petit peu cette image de petit prince de la Formule 1. Forcément, Gilles Villeneuve, tout le monde se pose la question, peut-il gagner son premier Grand Prix carrément à domicile? Ça, 99,9% des spectateurs l'espèrent, car évidemment, il va jouer à domicile. Jean-Pierre Jarier peut-il gagner son premier Grand Prix? Là aussi, la question se pose. Alors, Jean-Pierre Jarier, c'est donc lui qui a remplacé Ronnie Peterson au sein de l'équipe Lotus après la mort du Suédois. Moi, je me souviens très bien à l'époque, lorsqu'on avait appris que Colin Chapman avait engagé Jean-Pierre Jarier pour remplacer Ronnie Peterson pour les 2 derniers Grands Prix de la saison à Watkins Glen et à Montréal, forcément, en tant que Français et un peu supporter, on avait honnêtement tout de suite pensé « Ah, c'est bon, Jean-Pierre Jarier va enfin gagner des Grands Prix » parce qu'évidemment, à l'époque, la Lotus 79 de l'année 78 était vraiment souveraine et dominatrice, et donc, on pouvait peut-être anticiper que Mario Andretti, une fois qu'il était champion du monde, allait un peu se relâcher, et donc, pour nous, c'était évident que Jean-Pierre Jarier avait là la chance de sa vie pour aller gagner donc son ou ses premiers Grands Prix. Et là, ça n'a pas été le cas au Grand Prix des États-Unis Est à Watkins Glen, puisqu'il s'est classé seulement 8e à l'issue des qualifs, et il n'a été classé que 15e du Grand Prix, puisqu'il a abandonné en fait au 55e des 59 tours prévus sur panne d'essence, donc ça a moyennement pour le moins commencé cette collaboration Lotus-Jarier, mais on sait évidemment qu'il a encore une chance de pouvoir gagner un Grand Prix avec donc cette pige chez Lotus pour le Grand Prix du Canada. La question aussi des enjeux, c'est Mario Andretti, peut-il quand même parachever son titre par une victoire? Après tout, ça serait au niveau de l'orgueil compréhensible. Lauda et Rothman sont bien là et vont-ils déposséder Peterson de la 2e place au championnat? Car la situation effectivement est la suivante. Mario Andretti est certes champion du monde, mais Ronnie Peterson est toujours 2e. Mais comme il n'est plus là, bien sûr, il est possible que Niki Lauda ou Carlos Rothman puissent déposséder Peterson de la 2e place au championnat pour le classement final. Donc ça sera un des enjeux de cette course. Et puis il y a aussi, au niveau de la 2e place du côté constructeur, cette fois-ci, Lotus est déjà titré, mais il y a une bataille entre Brabham et Ferrari, avec seulement 4 points d'écart entre ces deux équipes. Donc ça va aussi se jouer là, à Montréal. Il y a un truc qu'il faut que je vous dise quand même, et ça, tout le monde l'a oublié maintenant, et c'est assez incroyable, c'est que Mario Andretti, à l'époque, fait un double programme cette année-là. Eh bien oui, il est à la fois en Formule 1 chez Lotus, et aussi en USAC, on dirait maintenant en IndyCar, mais à l'époque on appelle ça l'USAC. C'est l'organisme qui sanctionne le championnat et c'est l'appellation qui est demeurée. Donc il est aussi inscrit en championnat USAC au sein de l'équipe carrément Penske. Et il fait un double programme. Sachez que jusqu'au Grand Prix d'Italie à Monza, Andretti a fait 7 courses en USAC, avec comme meilleur résultat une 5e place au Texas. Après Monza, Mario Andretti est allé faire 2 courses en USAC. Dès le week-end d'après Monza, il était au Michigan, le 16 septembre très exactement, où il a pris la 20e place, mais à Trenton le 23 septembre, donc la semaine d'après, Mario Andretti a gagné. C'est quand même une saison absolument incroyable. Cette année-là, d'ailleurs, au passage, Danny Onges a signé 5 victoires, Alonso 3 victoires, dont les 500 miles d'Indianapolis, mais aucun de ces 2 pilotes n'a été titré en USAC. C'est Tom Sneva qui a été champion, et figurez-vous, avec 0 victoire. Il avait été très constant, et je me souviens vraiment très bien quand je lisais Sport Auto à l'époque, qu'il y avait des papiers, on s'interrogeait sur la légitimité en quelque sorte de Tom Sneva à être le nouveau champion USAC avec 0 victoire dans la saison. En tout cas, c'est arrivé, fin de la parenthèse. Donc Andretti, entre Monza et Montréal, est allé effectivement faire de l'IndyCar d'époque. Il arrive au Canada en tant qu'évidemment pilote principal de l'équipe Lotus, il a le numéro 5 et donc son coéquipier c'est Jean-Pierre Jarier qui lui porte le dossard 55. Jean-Pierre Jarier a 32 ans à l'époque, il est en Formule 1 depuis le Grand Prix d'Italie 71 et son meilleur classement dans sa carrière à ce moment-là, c'est toujours la 3e place qu'il a obtenue au Grand Prix de Monaco 1974 au volant d'une Shadow. Sur les engagés, ils sont 28 en tout, mais on sait qu'il n'y aura que 22 pilotes au départ, donc il y aura quand même 6 non qualifiés, c'est beaucoup. Alors je vous décris tous ces engagés. Chez Brabham avec la BT46A, il y a 3 voitures carrément, et oui. Il y a Niki Lauda avec le numéro 1, John Watson, son coéquipier numéro 2, et puis un nouveau pilote, Nelson Piquet, et oui, qui arrive en Formule 1, qui est déjà engagé pour 79. On sait que ce sera déjà un des pilotes de l'année d'après chez Brabham, et lui donc il pilote une 3e Brabham officielle avec le dossard et le numéro 66.
Chez Ferrari, donc cette année-là, c'est Carlos Reutemann, le pilote numéro 1, et Gilles Villeneuve, le deuxième pilote, mais évidemment sacrée équipe. Chez Tyrrell, avec la 008, Didier Pironi et Patrick Depailler, un duo français chez Tyrrell. Chez McLaren, James Hunt, champion du monde en 76, mais qui connaît une année difficile. Son coéquipier, c'est Patrick Tambay. Chez Wolf, 2 voitures, Jody Scheckter et Bobby Rahal. À ce moment-là, il fait son deuxième Grand Prix après le Grand Prix des USA Est et il est bien donc au volant d'une deuxième Wolf. Il y a aussi l'équipe ATS avec Michael Bleckmolen et Keke Rosberg. L'équipe Shadow avec la DN9, c'est Hans-Joachim Stuck et Claire Regazzoni. Chez Surtees, c'est René Arnoux et Beppe Gabbiani. Chez Renault, un seul pilote, Jean-Pierre Jabouille bien évidemment, avec la RS01 Dossard numéro 15. Jacques Lafitte, autre pilote français, est au volant de la seule Ligier, la JS9, il a le numéro 26. Alan Jones est au volant de la seule Williams, la FW06. Puis chez Arrows, on retrouve Ricardo Patrese, donc de retour de suspension, je vous en ai parlé, il est aux côtés de Rolf Stomlen. Chez Copper-Sucar, l'inamovible Emerson Fittipaldi, champion du monde en 72 et en 74, il est bien là aussi. Chez Ensign, c'est Derek Daly qui est le pilote. Chez Merzario, eh bien c'est une écurie privée avec Arturo Merzario au volant. Et puis il y a aussi le team privé du team Rebaque, le Mexicain Hector Rebaque, qui a sa Lotus 78 privée qui porte le numéro 25. À noter qu'il y a 7 pilotes français engagés, pas mal. Alors les qualifs, toujours en 2 séances à l'époque. Le vendredi, il pleut. Les chronos, on sans doute, ne sont pas représentatifs car à ce moment-là, on sait déjà que le samedi, a priori, il ne devrait pas pleuvoir. Les 2 meilleurs chronos sont signés par les Ferrari, donc le public est content, Gilles Villeneuve se positionne. Va-t-il confirmer le lendemain? Eh bien non, car le samedi, effectivement, il ne pleut pas, mais il fait froid. Ça n'empêche pas Jean-Pierre Jarier de signer la pole position. Voilà, donc on l'espérait, on l'attendait même, eh bien c'est arrivé, Jean-Pierre Jarier répond présent et il signe donc la pole, la 3e de sa carrière, après celle signée en Argentine et au Brésil 75. Ça avait été les 2 premiers Grands Prix de la saison en 75 et Jarier avait commencé très très fort avec 2 poles, donc voilà, 3e pole dans sa carrière. Mais cela étant, sachez que la grille de départ est assez surprenante, puisque le deuxième chrono est signé par Jody Scheckter, donc c'est sa meilleure qualif de la saison, ça c'est sûr, et puis il n'échoue qu'à 1 centième seulement de Jean-Pierre Jarier, donc il n'a pas été loin de mettre tout le monde d'accord, le Sud-Africain. Andretti n'est que 9e, donc c'est vraiment très moyen, à 1 seconde 2 de Jarier, et Reutemann, qui joue, on vous le rappelle, la 2e place au championnat du monde des pilotes, il n'est que 11e à 1 seconde 4 de Jarier. La grille donc elle est la suivante, Jarier-Scheckter, ensuite Villeneuve-Watson, Jones Fittipaldi, Lauda Stuck, Andretti Lafitte, Reutemann Patrese, et puis je continue un petit peu, Depailler Piquet, Daly Arnoux, Tambay Pironi, Rahal est 20e, Jabouille est 22e à 3 secondes 6, ouais, circuit et week-end très difficile manifestement pour le moteur turbo de Renault. Les 7 Français sont bien au départ sur les 22 pilotes qui vont se présenter sur la grille. Un tiers du plateau est composé de pilotes français et on espère bien que l'un de ces pilotes français va l'emporter, donc en l'occurrence Jean-Pierre Jarier. La course donc en ce 8 octobre, le temps est vraiment toujours aussi frigorifique. Tout le monde se souvient qu'on se demandait même s'il n'allait pas neiger à certains moments tellement ça se couvrait un petit peu et qu'il faisait très très froid, mais non, ça va tenir. Mais enfin bon, il fallait vraiment être bien couvert dans les tribunes et même dans les stands. Le départ est donné, c'est un bon envol pour Jean-Pierre Jarier. Scheckter préserve sa 2e place. La bonne progression derrière d'Alan Jones qui passe de la 5e à la 3e place. Fin du premier tour, donc le classement est le suivant. Jarier, Jones, bah oui, qui a carrément même doublé Scheckter sur sa lancée, donc super départ pour l'Australien. Scheckter est 3e, Villeneuve 4, Watson 5, Andretti 6 et Depailler 7. On passe au 6e tour avec une attaque d'Andretti sur Watson pour la 5e place, accrochage entre les 2 pilotes et tête à queue, catastrophe pour Andretti et pour Watson. Ils repartent respectivement 17e et 18e, enfin évidemment c'est fini pour eux pour bien figurer dans le classement, donc déjà on répond à des enjeux de ce Grand Prix. Non, Mario Andretti ne parachèvera pas son titre par une victoire dans le dernier Grand Prix de la saison, maintenant on en est sûr. Et puis dans le 6e tour aussi, autre fait majeur, Niki Lauda abandonne. Donc lui aussi, la réponse là, on a la réponse à notre question, non, il ne sera pas vice-champion du monde de la Formule 1 en cette année 78 et finalement même il sera 4e au championnat. 10e
10e tour, Jarier est toujours solide leader, il a 12 secondes d'avance sur Jones. Et à ce moment-là, John Watson abandonne. Donc catastrophe chez Brabham avec les abandons des deux pilotes principaux. 17e tour, abandon pour Bobby Rahal. 18e tour, Scheckter reprend la deuxième place à Alan Jones. Et au 19e tour, Gilles Villeneuve passe 3e, car effectivement, Alan Jones souffre de problèmes de pneus. Voilà pourquoi il rétrograde dans le classement au fur et à mesure. Au 25e tour, belle bataille pour la deuxième place. Et là, on entend une clameur monumentale qui vient des tribunes. Pourquoi ? Eh bien parce que Gilles Villeneuve a doublé Jody Scheckter. Et donc, Gilles Villeneuve, avec sa Ferrari numéro 12, s'empare de la deuxième place. C'est la Ferrari 312 T3 à l'époque. 20 tours plus tard, on passe au 45e tour. On a passé le cap de la mi-course. Qui peut battre Jean-Pierre Jarier ? A priori personne, puisqu'il mène à ce moment-là avec 25 secondes d'avance sur Gilles Villeneuve. Oui, sauf que 5 tours plus tard, au 50e tour, catastrophe absolue. Jean-Pierre Jarier est au ralenti. Il s'engouffre dans les stands, mais il abandonne. Fuite d'huile en fait pour le Français qui donc une nouvelle fois hélas est frappé par la malchance. C'était un petit peu ce qui lui collait à la peau. Vous savez que son surnom c'était Godasse de plomb, donc au niveau de la vitesse pure il n'y avait aucun problème. Jean-Pierre Jarier savait faire. Maintenant pour mettre tous les éléments du bon côté pour aller jusqu'au bout et pour enfin donc gagner son premier Grand Prix alors qu'il disposait de la meilleure voiture, et bien là aussi ça ne le fera pas. Il n'y est sans doute pour rien évidemment le pauvre Jean-Pierre Jarier, mais là il a certainement laisser passer, on le sait maintenant, il a laissé passer la chance de sa vie d'aller gagner un Grand Prix de Formule 1 dans sa carrière. Donc c'était lors de ce Grand Prix du Canada, ça n'arrivera pas. Donc il abandonne, hélas, la mort dans l'âme, Jean-Pierre Jarier. Et bien sûr, l'histoire elle est quand même belle. Pourquoi ? C'est parce que Gilles Villeneuve évidemment récupère instantanément la première place. Donc nous avons bien un Canadien en tête du Grand Prix du Canada disputé pour la première fois à Montréal. Ambiance indescriptible dans les tribunes, mais il reste encore 20 tours. Est-ce que Gilles Villeneuve va tenir ? A priori oui, parce qu'au 63e tour, si on fait le classement, eh bien, il a 30 secondes d'avance sur Jody Scheckter et c'est à ce moment-là, à 7 tours de l'arrivée, que Gilles Villeneuve va décider d'assurer un petit peu et qu'il va rouler beaucoup moins vite qu'avant. Et voilà pourquoi Jody Scheckter va revenir sur lui. Au 69e tour, alors on va reparler d'Alan Jones. Alan Jones, vous vous souvenez, il avait eu des problèmes de pneus, il avait rétrogradé dans le classement. En fait, il s'était arrêté pour changer de pneus au 33e tour, ce qui fait qu'il avait des gommes un petit peu fraîches. Et c'est au 69e tour qu'il signe le meilleur tour de la course. Auparavant, on peut signaler que René Arnoux avait abandonné au 38e tour, que Jacques Lafitte avait abandonné au 53e tour, que Jean-Pierre Jabouille était largué à 5 tours, hélas, du leader, et que Depailler, par contre, lui, se maintenait bien 5e. Donc, avec l'abandon de Jarier, le bilan était finalement très moyen, hélas, pour les pilotes français. Et on en arrive donc au dernier tour. Eh bien non, pas de souci, l'histoire est magnifique. C'est bien Gilles Villeneuve, le Québécois, qui remporte ce Grand Prix du Canada à Montréal, la première victoire de sa carrière chez lui, devant le Premier ministre de l'époque, Pierre Elliott Trudeau, qui est le père de Justin Trudeau, l'actuel Premier ministre, en présence aussi du maire de Montréal et de sa femme Joanne. Donc c'était évidemment absolument formidable. C'est la 5e victoire pour Ferrari en cette saison 78. Ferrari donc devient bien vice-champion du monde des constructeurs, c'est logique. C'est aussi la 3e victoire pour Michelin, car à l'époque les Ferrari sont équipés de pneus Michelin à carcasse radiale, et là aussi il y a un véritable enjeu technologique. Et il y avait 3 Grands Prix qui se déroulaient en Amérique du Nord, les 2 Grands Prix aux États-Unis à Long Beach et à Watkins Glen, et le Grand Prix au Canada, et à chaque fois c'est Michelin qui a remporté ces 3 Grands Prix en Amérique du Nord, donc sur les terres de Goodyear, le grand adversaire. Donc là aussi côté français, on était vraiment très content de cette victoire Michelin. Et puis à noter qu'Andretti, hélas pour lui, termine un peu piteusement sa saison avec seulement une 10e place à l'arrivée. Donc le classement final de ce Grand Prix du Canada 78, victoire de Gilles Villeneuve, Scheckter à 13 secondes 3 finalement, Rothman sur le podium à 19 secondes 4, Patrese pour son retour, on n'en a pas beaucoup parlé de Ricardo Patrese, mais il a fait une course solide et c'est sans doute la meilleure réponse qu'il pouvait apporter à tous ses détracteurs à l'époque avec cette belle 4e place. Patrick Depailler donc sauve les meubles côté français avec la 5e place et c'est Derek Daly qui prend la 6e place. Et puis les images du podium évidemment elles sont magnifiques, avec un Gilles Villeneuve qui est fêté comme un héros. On voit à côté de lui Carlos Rothman, puisqu'il est sur le podium aussi, l'autre pilote Ferrari, qui est emmitouflé dans son bonnet et dans des gants, mais qui a le sourire, donc il félicite son jeune coéquipier. Et puis un Jody Scheckter, évidemment, qui est content d'être quand même 2e. Donc c'est vrai que c'est une belle fin de saison, mais hélas, il y aura quand même eu le drame de Monza pour un petit peu ternir cette année 1978. Et puis je vous disais, c'est en 82, très exactement, quelques années plus tard, que le Grand Prix du Canada sera déplacé en juin et que ce sera donc
son slot habituel dans le calendrier du championnat du monde de Formule 1, mais ça ne sera pas le cas donc en cette année 2020. J'espère que vous avez apprécié cette histoire qui nous a ramené 42 ans en arrière, avec ce Grand Prix du Canada 1978 que personne n'a oublié. Merci pour vos likes et vos commentaires. Merci de suivre l'Afterlap sur toutes les plateformes usuelles de podcasting. Et bien sûr, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast du Sport Auto. Salut à tous.